Ils vont se dire, ah mais attends, je peux pas travailler plus vite, c'est pas possible, ma machine, je vais l'user, enfin même moi je vais m'user, tu me demandes de Je peux pas travailler travailler 20% plus plus vite. vite. Voilà. Et l'enjeu c'est, non, non, comment vous faites pour travailler plus sereinement, plus lentement, et sortir plus de pièces? C'est de la magie, ça. Ah ça j'adore. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous avoir rejoints. Première édition du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Gaëtan Mailleux. Bonjour Gaëtan. Bonjour Arnaud. Déjà, on va commencer par la question qu'on se pose tous le matin. Comment ça va Gaëtan? Comment ça va vraiment? Moi ça va super bien. Est-ce que là en ce moment à l'usine, l'ambiance est au beau fixe avec tout ce qui se passe? Est-ce que t'es quand même, il y a une bonne ambiance ou ou du coup c'est un peu dur, il faut rattraper des choses? Alors l'ambiance elle est sereine en fait, alors que pourtant on a une charge qui est super élevée. Ok. Donc en fait l'usine elle bouge beaucoup, ça s'agite, on tourne en 3/8 avec des ouvertures le En samedi. 3-8, ah ouais. Mais pour autant, il y a une bonne ambiance, il y a de l'entraide. Et dans les nouveaux profils qu'on recrute, on sent que ouais, les gens viennent pour l'ambiance en fait. Ok, ben ça c'est top, c'est hyper intéressant. On est un peu rentré dans le vif du sujet direct. Personne te connaît. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quelques mots du coup ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à devenir, alors le titre est génial, Transformation Operation Manager chez Spit. Il va falloir que tu nous expliques ce que ça veut dire après. En français, ça veut juste dire que je suis un manager dont le but c'est de transformer les En opérations. anglais, c'est toujours plus classe, hein. Ouais, bah, c'est un groupe. Alors Speed fait partie d'un groupe ITW, c'est un groupe énorme, un groupe américain. Donc c'est pour ça que les termes sont en anglais, comme dans beaucoup de boîtes. Après, c'est un groupe qui laisse beaucoup de liberté, et c'est ça qui est plutôt cool niveau transformation. Pour faire simple, j'ai une double casquette. Je suis responsable opération, donc une cinquantaine de personnes, et en même temps, je suis en charge de l'excellence opérationnelle, donc de transformer le site pour accompagner la croissance. Ok. Et comment t'en es arrivé à faire, parce que il me semble qu'on a à peu près le même âge, t'es assez jeune, t'as quel âge? Ouais, j'ai 29 T'as ans. 29 ans, du coup, comment t'en es arrivé à, du coup, à un poste comme ça aussi vite, si je puis dire? Qu'est-ce que t'as fait comme étude? J'ai fait une école d'ingénieur, les arts et métiers de Lille, où j'avais une spécialisation en maintenance et en ligne. Ok, C'est là où j'ai découvert la partie théorique. Ensuite, j'ai fait un stage chez Valeo en Tunisie. C'est là où j'ai découvert les 5 axes Valeo et le lean vraiment en pratique, où là je faisais du zéro défaut et de l'implantation de lignes. J'ai été coaché en fait par le directeur du site, Frédéric Thiebaud. C'est lui qui m'a picousé au lean, on va dire, qui m'a donné l'amour du terrain. Et puis je me suis dit, bah, il faut que je sois dans une usine, quoi, ouais, derrière. Bon, à l'époque, j'avais déjà choisi ma spécialité, je voulais faire du commerce. Donc, suite aux arts et métiers, j'ai fait de l'IAE en administration des entreprises. Mais finalement, c'était pas plus mal, puisque pour lire un PNL, c'est toujours mieux. c'est clair, il y a des bases qui sont intéressantes, mais du coup, le lean, ça t'a trop piqué, et ça fait combien de temps que t'es arrivé chez Speed, du coup? Chez Speed, ça fait très peu de temps, ça fait 6 mois. Ok, Sortie d'école, en fait, j'ai un parcours ultra classique dans le conseil. J'ai fait 4 ans chez Géoline, où j'ai été consultant sur le terrain à faire que du lean. Géoline, ils font essentiellement du lean, mais très automobile, très grosse cadence. ok, Ils ont une expertise assez incroyable. C'est eux qui m'ont tout appris en fait d'un point de vue animation de chantier. Par contre, ça avance vite, ça avance très très vite. Et donc, d'un point de vue transformation sur le terrain, c'était pas le top pour moi. En tout cas, dans l'accompagnement des équipes, je trouvais qu'on pouvait faire mieux. ok. Et j'ai changé de boîte. Je suis allé chez Cubic, Cubic Partners, qui est un concurrent en fait, où de la même façon, on animait des chantiers Lean, mais surtout on formait en Lean Six Sigma. En Lean Six Sigma, du coup, Et qu'est-ce que c'est le Lean Six Sigma pour ceux qui, je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui ont entendu ce terme. Tu peux nous l'expliquer je sais pas, en quelques mots? ouais, C'est quoi le Lean Six Sigma? on va déjà commencer par le Lean. Le Lean, c'est un terme qui a été sorti par John Womack aux US, qui a observé en fait un modèle de production qui est celui de Toyota.
Mhm. Et Toyota, ils ont une chose en particulier, ils ont considéré que les opérateurs, ils avaient un cerveau. Ça déjà, tu vois, ça, je pense que ça va être notre Ouais, catchline. je sais, Ça va être notre c'est catchline. Mais non, surprenant, mais hein. elle est C'est géniale. Moi, je surprenant. Et l'entends. ils se sont dit, tiens, c'est tous ces gens qui ont des mains, en fait, on leur demande de venir le matin avec des mains et des pieds, si on utilisait leur cerveau. Et ouais. Et ils se sont mis en fait à les écouter. Donc en fait, les managers, plutôt que de leur dire quoi faire, ils se sont dit, bah, on va les écouter, on va leur faire confiance, on va leur donner les moyens d'améliorer leur environnement de travail et d'utiliser leur C'est cerveau. dans les années Tout est combien parti ça? de là. C'est il y a longtemps en plus. Oui, il y a très longtemps, années 50. Et on est et nous en France, on commence à peine le lean. J'ai l'impression. Là, tu fais partie de ces rares pionniers, même s'il y a des bureaux d'études Ouf. des Alors en cabinets de fait, conseil. c'est particulier, hein. Le Lean a plutôt pris ses sources dans l'automobile. Forcément, quand Toyota s'y est mis, après c'est venu chez Renault, puis chez PSA. Je vais pas être exact et exhaustif dans les dates, mais en gros, ça a commencé avec Freddy Ballet et Michael Ballet dans l'automobile. Donc notamment ensuite chez Forestia, chez Valeo. En fait, ces gens-là étaient des grands gourous, des sensei du Lean. Ils ont formé des jeunes padawans. Ouais. Et donc, il y a une quinzaine de pratiquants du Lean qui sont arrivés sur le terrain dans l'automobile il y a 20-25 ans. Et ces gens-là aujourd'hui sont soit dans des grands groupes, soit des directeurs de cabinets de conseil, donc comme c'est le cas pour Geoline et Cubic, et en fait ils forment à nouveau d'autres personnes comme moi. Ok. Et donc en fait, le lean, il y a 25 ans, ça arrive en France réellement. Donc aujourd'hui, Ouais. euh, c'est pour ça qu'on comprend que la propagation, elle est un peu lente. Toi, tu as eu la chance, du coup, si je comprends, sortie d'école, tu tombes sur ce cabinet de conseil qui fait du lean dans l'automobile. En plus, tu as été formé avant sur le terrain en usine en Tunisie. Tu tombes Ouais. amoureux de cette pratique, euh, qui est quand même à une base hyper intéressante. Ben, finalement, les gens avec qui je bosse, les opérateurs, ben, ils ont aussi un cerveau, ils peuvent aussi penser, ils ont sûrement des bonnes idées. Ce serait peut-être pas con de Mhm. les écouter. Et du coup, tu te formes, tu t'apprends ça, et tu arrives chez Speed il y a 6 mois. C'est quoi quand tu arrives chez Speed, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton ambition? Pourquoi est-ce qu'il te recrute? Alors, chez Split, le choix, il était tout simple, hein. C'est un choix vraiment équilibre pro-perso. Le petit souci du conseil, c'est que tu es en déplacement en permanence. Je voulais un équilibre de vie de famille. Et donc, je cherchais un site pas très loin de chez moi en Normandie où il y a un gros potentiel de transformation Ok. et un bon terreau. Et ça, c'est important, le terreau. C'est pas que je suis jardinier, mais presque. Euh, J'adore les comment? métaphores aussi, tu peux y aller, moi j'en fais tout le temps. C'est... il y a beaucoup de termes en fait dans le modèle Toyota où on va parler un peu de s'inspirer de la permaculture, on va parler de nemawashi, c'est l'art de détourer les Ouais. racines. En fait, euh, pour développer les humains, ça prend du temps, ça demande du bon sens paysan en fait, Hmm. et on n'est pas dans la transformation rapide. C'est que du bon sens et c'est long. C'est comme faire pousser un arbre en fait. Euh, et donc le terreau, c'est quoi? C'est donner les ingrédients, travailler le terrain pour que les conditions de l'amélioration soient réunies. Et ça, c'est aux antipodes de ce que je connaissais dans le conseil. C'est Parce que quoi les dans le antipodes dans le conseil, conseil? dans le conseil, en fait, on te paye pour des résultats. Ouais, on te paye pour Et que on se t'achètes un dit, seulement, peu importe les moyens, quoi. voilà, dans 6 mois, il faut que la capa machine elle soit au rendez-vous, il faut que le TRS, donc la capacité de ma machine, elle soit au max. Et en fait, vu que je ne sais pas le faire en interne, ou j'ai pas le temps de le Ouais. faire, je vais payer des consultants experts pour le faire à ma Ça me fait un place. peu penser, si on parle d'agriculture, à ce qui s'est passé un peu dans l'agriculture, où on a mis beaucoup d'engrais, beaucoup de fertilisants pour augmenter les récoltes après la guerre. Et en fait, on s'est Hmm. rendu compte qu'à court terme, bah ok, le chiffre augmente à court terme, sauf qu'à long terme, la productivité baisse parce que les plantes elles font la gueule, un peu comme les ouvriers qui font la gueule parce qu'on les écoute pas et qu'on les implique pas. Exactement. C'est un très bon parallèle d'ailleurs. Tu as des mots en fait dans les usines, des maladies hein, organisationnelles. Ah ouais, ok. La première, c'est le manque de motivation en fait. Bah, T'as des opérateurs qui arrivent le matin, en fait, ils trouvent pas de sens dans leur travail. Ils trouvent pas de sens, ils ont pas de reconnaissance. Ils viennent au boulot parce qu'il faut bosser, parce qu'il faut un salaire à la fin du mois, mais en fait, ils trouvent aucune réalisation dans leur geste métier. ça, c'est génial. Moi, je viens, comme toi, j'ai fait une école d'ingénieur et donc on a plutôt des boulots de bureau. Et donc, c'est vrai que c'est des grosses problématiques qui existent depuis, tu vois, depuis longtemps. Les gens dans les bureaux, à Paris, etc., surtout, ils se posent la question du sens, tu sais, de plus en plus. C'est le grand mal-être Oui. de cette décennie, depuis même quelques années déjà, c'est ben moi, je veux faire un travail qui ait du sens. Alors, je vais pas Mhm. jeter la pierre parce que la raison pour laquelle j'ai monté Déclic, tu vois, c'est parce que je voulais faire quelque chose qui ait du sens, comme toi, dans ton travail. Mais on se rend compte, et je trouve ça hyper intéressant, que c'est pas parce que tu travailles dans une usine que t'as pas besoin de sens, au contraire. T'as besoin d'avoir, Oh non. t'as besoin d'avoir Moi, il y a un truc que je trouve magnifique dans les usines,
sur toutes celles qu'on a visitées, et je suis sûr que c'est le cas chez toi aussi, les gens, les opérateurs sont fiers de ce qu'ils fabriquent. Il y a une fierté dans ce que l'usine produit. Ouais. En fait, ça, c'est une remarque que je voudrais passer à tous les directeurs d'usine ou à l'industrie en France de manière Laisse-les générale. passer des messages, on est là pour ça. Tu peux même citer des noms si tu veux, des usines. Non, 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 pas du tout. Non, c'est qu'on a tendance, dans un mode de management classique, à mettre le doigt sur les défauts, sur les problèmes, Mhm. en fait, sur les emmerdes, finalement. Ouais, Et on oublie de féliciter les équipes ou de développer la fierté vis-à-vis du produit ou des bonnes nouvelles ou des bonnes choses qui sortent de l'usine. Pour donner un exemple, moi, j'ai une usine, c'est essentiellement des opératrices, puisque c'est un travail qui est très manuel avec beaucoup de dextérité. Elles se concentrent exclusivement sur les problèmes. Je veux dire, on envoie 40 palettes de produits par ouais. jour qui sortent de l'usine. Il y a une palette où il y a un produit qui manque, ça va leur tordre l'estomac. Tu penses que c'est dû à Et quoi ça? l'envie de bien faire et la proximité client. Ok. En fait, puisqu'elles ont du sens dans leur travail et qu'elles sont très proches du client, parce que ça c'est dans la culture d'entreprise, c'est l'un des fondamentaux du Lean en fait, c'est connaître tes clients, connaître leurs attentes et cherche à tout prix à les satisfaire. Bah, en fait, vu qu'elles baignent là-dedans, elles veulent satisfaire les clients. Ça, c'est génial. Et Juste, faut qu'on s'arrête là-dessus. Euh, ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que c'est pas la croyance générale. Les opérateurs, les opératrices ont envie que le travail soit bien fait. C'est c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça complètement. J'ai l'impression des fois que euh, plus il va y avoir des strates de décision dans une société, et plus en fait tu montes haut et plus tu perds cette notion-là et t'entends. Les gens, ils ont l'impression qu'ils sont juste là pour faire leurs heures, et alors que non, quoi. Même dans des grosses entreprises, je pense qu'on peut avoir cette fierté. Je sais pas ce que tu en penses. ouais, bah là tu prêches un. Enfin, je suis complètement convaincu. Hein, en fait, c'est là où tu redonnes le sens au travail. Comment? Moi, les opératrices, même les intérims, je vais prendre surtout les exemples des intérims, Ouais, hein, parce qu'on n'en parle pas assez. C'est encore pire que d'être en CDI. Pour moi, l'intérim, comment? T'es vraiment le bouche-trou en c'est fait. clair. Pour le coup, on achète tes mains. Et moi, ce que j'essaye sur site, c'est de leur demander justement, au contraire, vu qu'ils viennent de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils en pensent de notre usine? Mm. Vu qu'ils ont vu autre chose, voilà, qu'est-ce qu'ils trouvent encore à améliorer? Bref, je fais le parallèle, mais enfin, je fais une parenthèse, mais le vrai sujet, c'est quel est dans leur travail le geste métier, la fierté, la technicité ou la compétence, enfin, la chose en fait qui fait que euh, elles se sentent progresser. Ouais. Elles se disent, j'apprends, je contribue à quelque chose de plus grand que moi. Ok, je livre des clients, des grands groupes, je vois en fait, je vois le résultat final, je vois que j'y arrive. Et en plus, personnellement, j'apprends des choses chaque jour. Et Tu parlais de terreau tout à l'heure, parce que ouais, du coup là, tu es en train un peu de nous expliquer ce que tu as voulu amener, la fierté que tu as voulu apporter. Donc, euh, chez Speed, vous livrez des composants mécaniques, principalement de la visserie, si je dis pas de bêtises. c'est ça. En fait, le groupe Speed Pass Load, il est très connu chez les professionnels pour tout ce qui est clouage, système de fixation. Fixation, donc en fait, c'est de la cheville métallique ou plastique. Mhm. Et moi, l'usine Red Dead à Nantilly, Ouais. donc en Normandie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend tous ces gros volumes côté professionnel et on fait des petits emballages que tout particulier peut retrouver en magasin de bricolage. Ok. Et Donc, c'est une usine de conditionnement en fait, hein. ouais. Il y a peu de transformation de matière, il y a beaucoup d'emballage. Et du coup, c'est intéressant. Tu parlais tout à l'heure de terreau. Quand tu arrives chez il y a 6 mois, la situation c'était quoi? Et du coup, comment t'en es arrivé petit à petit à ce dont tu nous parlais au début, à cette bonne ambiance? Alors, la situation déjà, enfin, j'ai choisi ce site-là pour une raison, c'est la culture qui est inculquée par le directeur de site. Le directeur, il voulait absolument développer l'autonomie des opératrices. Il croyait à fond à ça. Enfin, il y croit toujours d'ailleurs. Et donc, il s'est dit, si je veux que mon usine, elle grandisse correctement et qu'elle soit flexible, agile, réactive, enfin, je vais sortir tous les buzzwords que tu Ouais, trouverais sur LinkedIn, vas-y. mais en gros, je dois faire confiance dans mes équipes et c'est au plus proche du terrain que les meilleures décisions vont être prises. Donc ça, c'est le truc qui m'a plu. C'est pourquoi je suis allé chez Spit et dans cette Tu usine-là. penses que Donc si jamais il n'avait pas il- été comme ça, tu n'aurais pas pu mener ce chantier? j'aurais pu mener de la transformation, j'aurais pas pris autant de plaisir. Ok. Parce qu'il aurait fallu le transformer lui d'abord, ou parce qu'il aurait freiné, ou parce que... Exactement.
Ça, je vais terminer, enfin, je vais répondre à ta première question, mais la première transformation sur un site, quand on veut lancer une démarche d'amélioration continue, elle se passe dans la tête du dirigeant. Hmm. C'est le premier point, avant toute chose. Pour répondre à ton point sur l'usine, l'État, quand je suis arrivé, en fait, j'avais une usine qui avait un super terreau, une super ambiance, des personnes qui se défoncent pour livrer les clients, mais une culture industrielle assez faible. En fait, c'est une usine qui est isolée à la campagne, comme d'autres usines, par exemple comme Favi, mais pas dans le secteur automobile, et donc peu au contact d'autres fournisseurs. Et finalement, il n'y avait pas de pratique industrielle comme dans l'automobile Ah, ou dans des grands il n'y avait groupes. pas de, il y avait pas de, il y avait pas d'usine à côté ou pas très loin sur lequel vous pouviez visiter, échanger sur les bonnes C'est pratiques, ça. quoi. Comme si jamais tu étais un peu Plus, Bruce de Nice tout seul et qu'il y a exactement. personne pour comparer, quoi. Et donc, niveau benchmark ou même niveau expérience des personnes, bah, t'es pas comme dans certaines régions ou autour de Paris où en fait, t'as tellement d'usines que de toute façon, bah oui, tu vois ce que c'est qu'une usine, il y a des standards, un peu comme dans l'automobile, je vois ce que c'est qu'un bac, un rack dynamique, je connais, enfin, je vois à quoi ça ressemble un planning de prod. Il n'y avait pas tous ces Ok. standards-là. Et surtout, un effet bénéfique du Covid, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle hein, avec le Covid, c'est qu'on a une croissance de taré. Ouais. Ben oui, parce que vous livrez du coup de la visserie pour les magasins de bricolage et du coup le bricolage est en essor parce que les gens sont chez eux. Et donc Exactement, du coup, c'est ça. vous avez une cadence Et de fou à tenir, j'imagine. bah, on a fait plus 50% sur le chiffre d'affaires. Et du coup, c'est quand t'es, Et donc, ça, c'est arrivé en avril-mai, ouais. lors du premier confinement, en fait. La tendance, elle continue. Chaque mois est toujours plus important. Et moi, en fait, j'ai postulé en mai pour cette usine et je suis arrivé bah, après l'été. Ok. Donc, je suis arrivé, les équipes étaient débordées, stressées, ça tournait en 3/8 le samedi, des fois le En dimanche, plus, ouais. il y avait des ruptures de partout, parce qu'évidemment, bah, il faut que les fournisseurs y suivent, parce que quand tu as des usines à l'arrêt et que nous, en plus, on pompe encore plus de matière, bah, tu as des ruptures matière. Ah. Donc, l'usine, en fait, elle était sous tension. Une tension positive, mais sous tension. Ouais, c'est une espèce de tension c'est une bonne nouvelle parce que finalement on doit produire, mais tous les petits problèmes du quotidien, ils sont encore plus présents parce qu'on bosse encore plus et on n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'on est la tête dans le guidon, quoi. Exactement. Avec une petite variable aussi, c'est que normalement, on a plutôt peu d'intérim. On va dire Ah, aller entre 5 et 10 intérims. Et là, l'usine, elle avait quasiment plus d'intérim que d'embauchés. ok. Ah ouais, donc une culture assez, Euh, ça doit modifier pour la culture, ouais. ceux, pour ceux qui connaissent pas la prod, ce que ça veut dire, c'est un temps de formation monumental, une baisse des cadences et une diminution de la qualité. Ah. Voilà, ça veut dire tout ça. Et en prime les petits moments d'énervement ou d'altercation entre les intérims et les CDI parce qu'il y a des erreurs, parce qu'il y a des problèmes. Évidemment. Beaucoup. Donc voilà, quand je suis arrivé, l'usine, elle ressemble à ça. Combien de personnes ça représente à peu près, ça, du coup? Aujourd'hui, Ok. 70. C'est un petit site à taille humaine, mais là, justement, en fait, enfin, Spit m'a embauché dans deux objectifs. Accompagner la croissance, mais surtout faire ce point de bascule. Parce qu'en fait, 50 personnes, c'est presque familial. Hmm. Tout le monde se connaît, on s'appelle par les prénoms, on se tutoie. Tu peux fonctionner de manière orale ou informelle, en Et t'as fait. le temps de discuter avec tout le monde, ça reste assez simple. C'est ça. Passer le cap de 70 personnes, ça, toutes les boîtes qui grandissent, elles le connaissent. Arriver à 100 personnes, en fait, tu peux plus te permettre de travailler en mode familial. Et donc, tu as besoin d'avoir une organisation de prod, une structure, bah, un peu comme dans les grands groupes. Hmm. En fait, tu deviens une entreprise qui n'est plus à taille humaine, mais qui devient silotée. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment on arrive à garder ce modèle en fait d'autonomie des opérateurs, de bonne ambiance, voilà, un aspect un peu familial et qui dessert le client, mais tout en évitant les silos et tout en étant encore plus efficace, en améliorant les flux et la qualité, alors qu'on grossit. Ok. Euh, D'habitude, on demande aux gens, tu sais, comment t'as fait? C'est quoi tes bonnes pratiques? Moi, j'ai plutôt envie de faire l'inverse. Qu'est-ce que t'as fait qui a pas marché? C'est quoi les trucs que t'as mis en place qui n'ont pas marché? Excellent, Ça, c'est... excellent. Je vais vous donner toutes mes Ah, erreurs. yes. Donc là, je me tire des balles dans le pied, mais c'est pas grave, ça me fera du bien. J'imagine que c'est comme ça que t'as appris, non? Ouais, bah ça demande de l'humilité hein, de faire du lean. Le praticien du lean qui croit qu'il a raison, bah, il fait déjà une erreur en fait. Hmm. Donc là où je me suis trompé, j'ai cru que je savais.
Yes. Quand je suis arrivé sur site, je suis un consultant, j'ai fait 8 ans de conseil, je faisais 4 usines par C'est pas semaine. une usine de 50 personnes qui va faire la diff, quoi. Exactement, sachant que mes derniers clients c'était Renault, PSA, enfin voilà, des standards automobiles, des grosses cadences, je connais. En plus, tu vois, je suis formé Black Belt, donc je peux me la péter. Ah Enfin, yes. bref, Tout, tu vois, tout pour c'est échouer. tout pour échouer, exactement. Allez. Bon, tu te doutes que je rigole, mais en vrai, j'ai, je manquais d'humilité en arrivant. Ben ça, c'est bien Euh, ça. Et du coup, pourtant, je savais que c'était important, tu vois, je le travaillais déjà par le passé, mais en vrai, quand j'ai vu les équipes sur place, j'ai des opératrices qui ont du mal à écrire, ouais. tu vois, qui arrivent à, enfin, elles communiquent très bien, mais écrire pour elles c'est difficile. Elles n'ont pas leur bac, enfin voilà, c'est niveau de formation basique. Mhm. Et quand je vois ce qu'elles font, et le niveau d'autonomie, j'ai juste été scotché. Ouais. Et ça m'a mis une claque en fait en arrivant. Tu vois, et la première erreur, c'était de me dire, bah en fait, je sais mieux qu'elle. Tu t'es pas mis, ta première. Ah ouais, d'accord, ça c'est intéressant. Ta première erreur, c'est t'as cru que parce que tu avais fait des études, parce que tu avais fait du conseil, t'allais leur apprendre leur métier Ouais. en fait. Oui, où j'allais leur trouver des solutions à leurs problèmes, qui répondraient en fait à leurs problèmes. Parce que évidemment, quand tu es consultant, tu es armé d'outils, de solutions que tu as Ouais. déjà mis en place par le passé. Et tu te dis, bah, dans dans ma super boîte à outils, là, j'ai forcément un truc qui va les sauver. Et en fait, tu leur pousses la solution, et Et là, ça marche pas. bah non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas du coup? Qu'est-ce que tu leur as poussé comme solution qui marchait pas? Euh, Il y a comment? Il y en a plein, mais en vrai, très rapidement, j'ai fait machine arrière sur le développement des managements visuels, donc des panneaux pour animer les Ouais. équipes. Je suis tout de suite parti là-dessus parce que c'est la base si tu veux bien communiquer ou rendre visuel les choses. Que tout le monde ait le même niveau d'information. Voilà. Donc je suis parti avec des panneaux assez standards que je voulais copier-coller et puis en fait bah non, les informations affichées dessus leur convenaient pas, ça venait pas d'elles, Hmm. c'était pas leur bébé finalement. Et, et donc on les a enlevés les panneaux tout simplement Yeah. et on est reparti du paperboard feuille blanche et je les ai laissés faire. Tu leur as donné le stylo et c'est elles qui ont fait leur tableau en fait. Alors du coup c'est moi qui tenais le stylo vu qu'elles sont pas trop à l'aise des fois pour écrire, enfin pas toutes, mais en tout cas c'est elles qui me disaient voilà on veut parler de ça, on veut parler de la sécurité mais un tout petit peu, on veut parler de la qualité, on veut surtout parler de la cadence et des effectifs pour la semaine à venir parce que ça nous intéresse de savoir est-ce qu'on tourne en 2/8, est-ce qu'on va être du matin, ça c'est important pour Est-ce nous. qu'il va y avoir des intérims? Est-ce qu'ils ont été prévus par Exactement. rapport à la cadence qui arrive? Intéressant. Et donc on a reconstruit finalement un panneau de management visuel, ça a été mon tout premier chantier. Qui permettait de définir en fait à la semaine les effectifs, l'organisation et les priorités sur la semaine à venir. Mais au départ, c'est un échec ce truc-là. Au départ, c'est un échec parce qu'en fait, euh, tu viens avec tout ton savoir de consultant et en fait, tu poses la question à personne, quoi. Juste, tu poses ton tableau et tu dis voilà, ça va marcher, quoi. Ouais. Et pourtant, j'étais dans une posture bienveillante, c'est-à-dire je pose le Ouais. panneau. Je pensais véritablement les écouter et faire de la co-construction. Et en fait, il m'a fallu un mois à peu près pour changer de casquette, basculer du consultant à, comment responsable opérationnel qui conseille pas, qui fait travailler ses équipes. Qui écoute finalement. Bah non, parce que le consultant il écoute énormément. Ok. Parce que en fait, c'est la base d'ailleurs. Normalement, le consultant c'est celui qui écoute le plus parce que on est excellent pour comprendre le besoin client et vendre un truc qui répond à ton besoin. Ok. Donc normalement dans l'écoute, enfin en tout cas les bons cabinets de conseil ils sont bons en écoute. Et ça chez Cubic, ils sont excellents et ils m'ont vachement formé là-dessus sur creuser le besoin du client, bien écouter, bien comprendre l'exigence critique. Tout ça c'était bien formalisé. Mais une fois que tu as écouté, il faut être capable de vider ton cerveau et de te dire bah j'ai pas la solution. Hmm. Alors que pour le temps, par le passé, des chantiers comme ça, j'en ai animé peut-être 50. Mais par le passé, ça marchait ces chantiers-là? Bah oui, mais t'étais en mode poussé en fait. Ah, Comme j'étais consultant, ce qu'on me demandait c'était des résultats. Donc tu posais tes panneaux sur le terrain, les équipes elles étaient prévenues qu'il fallait suivre le consultant. De toute façon, l'actionnaire voulait des résultats. Donc en fait, c'était marche ou voilà quoi. ok. Et, et donc la posture de transformation, elle n'est pas du tout la même quand on fait appel à un cabinet de conseil Et que c'est ton usine. ou quand c'est ton usine et tu veux un changement sur le long terme. Ok, ça c'est intéressant ça.
Et encore une fois, hein, dans le conseil, on avait des résultats opérationnels. Sans rire, ça marche, ça coûte cher, ça se fait plus dans la douleur, on perd certaines personnes dans les équipes, ça fonctionne. Par contre, dans la durée, bah, c'est pas du tout garanti. Hmm. Donc toi, tu conseilles quand même à tous les directeurs de production responsables de passer par des sociétés de conseil parce que ça aide. Ça dépend de la vitesse et de la pression qu'on leur met en fait. Au cabinet de conseil Si ou aux équipes? Non, 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 sur le directeur. En fait, si le directeur est autonome, qu'il n'a pas une pression en particulier, surtout, il faut pas qu'il aille vers le conseil. Au contraire, qu'il crée son modèle, qu'il se fasse ses convictions, qu'il se renseigne, qu'il ait des lectures. En fait, à la limite, qu'il se fasse coacher par quelqu'un qui est expert en ligne, hein, Ouais. pourquoi pas. Mais à mon sens, il pourra faire sa transformation opérationnelle à son image et à celle de ses équipes. Donc en fait, ce que tu dis, c'est que il faut pas qu'il embauche quelqu'un pour faire la transformation à sa place, si jamais il a les moyens, si jamais il a le temps, si jamais il peut le faire. Et il vaut mieux qu'il se fasse former lui pour faire cette transformation lui-même auprès de ses équipes. Dans un premier temps. Ok. Dans un premier temps. En tout cas, les 6 premiers mois. Quand je dis ne pas embaucher, c'est ne pas prendre de sous-traitance, de consultant, en Oui, fait. Par contre, avoir un homme excellence opérationnelle, ou une femme. et je corrige mon propos, une femme aussi excellence opérationnelle, ça a de la valeur. Ouais. Par contre, ça a de la valeur au-delà d'une certaine taille critique. Dans une boîte de 30 personnes, dédier une personne exclusivement à l'amélioration continue, il n'y a pas de retour sur investissement. Ok. En fait. Toi, tu penses que c'est quoi du coup la taille minimum pour embaucher quelqu'un comme toi finalement? Pour moi, c'est quand je suis arrivé là chez Red Hat, c'est 50 personnes. En fait. À partir de c'est 50 personnes dans l'entreprise ou 50 opérateurs, opératrices? 50 opérateurs, Ok, opératrices. 50 opérateurs, opératrices. J'inclus pas les services support, les commerciaux, etc. C'est vraiment, il faut quand même qu'il y ait une prod avec pas mal d'emmerdes pour commencer à structurer quelque chose et alimenter en fait en chantier qui sont structurants et donc quelqu'un qui va mener ça à temps plein. Ok. Et comment ils font du coup ceux qui sont avant? Ceux qui sont avant, c'est essentiellement le directeur de site, à mon sens, qui peut porter la démarche avec ses responsables de service. Donc en général, c'est des codières assez réduits, il y a 5-6 personnes. Et c'est là où juste une formation au Lean. Je vais faire de la pub pour mon ancienne boîte, mais même pour les concurrents, que ce soit Cubic ou d'autres, ils peuvent se prendre une formation de 3 jours en Lean et puis en fait, ils ont les bases. Ils peuvent faire par eux-mêmes. On connaît aussi, pour ceux qui nous écoutent, je connais quelque chose d'accessible qui est une première introduction, ça s'appelle Seven Shapes. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ah, Julien Charles, tout à fait. Et j'ai vu que ça coûtait pas très cher hein, pour une petite centaine d'euros. Ils ont des formations qui sont des belles introductions au Lean, j'ai l'impression. Tu peux même aller un peu plus loin pour ceux qui veulent commencer sur Internet. Mais après, moi, je partage ton avis. Hein, on défend cette position aussi chez Déclic. Se faire former, se faire accompagner au Lean, surtout sur les équipes dirigeantes, c'est quand même hyper important. Donc en effet, Seven Shapes, c'est un outil assez incroyable pour simuler les flux en fait. La force de Julien, c'est d'avoir fait un gaming en fait. C'est très immersif. C'est en distanciel en tout cas, dans le contexte Covid qu'on a là, c'est une force. Toi, tu l'as utilisé chez Spit ou avant? Pas chez Spit, mais avant, ouais. Je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai découvert l'outil au tout début, quand il a commencé. On a pas mal échangé sur la construction de l'outil, et puis maintenant je le suis. Maintenant qu'ils sont grands, qu'ils ont grandi. Trop cool. On continue sur les erreurs, peut-être. Il y en avait d'autres que tu voulais nous partager? Ouais. J'ai voulu copier-coller des standards que je connaissais. Comme alors on parlait des panneaux, là c'était plus dans l'attitude ou dans la posture qui est de pousser une solution. Le copier-coller en fait fonctionne dans un environnement où on est habitué à ça, un peu sous la contrainte. Dans des grands groupes automobiles, il y a un standard, on est habitué on va dire, à copier-coller ou à mettre à jour le standard, et puis hop, instantanément sur toutes les lignes, le truc il se déroule. Et les équipes, elles ont l'habitude finalement. Elles savent que le standard il évolue et que on est dans un groupe, ça se duplique. Moi j'ai 12 lignes de production. J'avais mis en place un panneau de communication entre équipes. Donc ça a été l'un des chantiers suivants, le 5e ou le 6e, je crois. Un panneau de communication entre équipes, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Il y a une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Et dessus, les filles, elles écrivent ce qu'elles ont fait le matin, les problèmes qui leur sont arrivés,
les choses qui restent à faire. Est-ce qu'il y a des choses particulières sur la ligne ou sur la machine qui sont à traiter? Et aussi, elle passe un petit bonjour, un petit mot sympa Ok. pour lancer l'équipe de C'est un l'après-midi. peu c'est la petite note entre les deux shifts pour faire la transition, quoi. Parce Exactement. qu'avec le Si Covid, tu veux vous une pouvez pas image se pour voir, tous c'est ceux ça? oui, pas forcément, on évite les Ouais. contacts. Et puis surtout, le temps est très réduit, parce que t'imagines, tu fais tes heures, t'as envie de rentrer chez toi. Après tes 8 heures de Normal. boulot, je peux comprendre, hein, enfin 7h30. Tu communiques très rapidement, en fait. T'as très peu de temps. Ça dure 5 minutes. Et passer toutes les infos qui se sont passées en prod en 5 minutes, c'est pas facile. Mm. Donc avoir un support écrit, ça aide. C'est un peu comme pour ceux qui sont pas en prod, le frigo le matin. Tu vois, si tu croises pas ta femme ou bref ou tes enfants, tu peux mettre un petit mot. Voilà, Ouais, je ça permet vois. de passer les infos. Ok. Et ça, du coup, ça a pas marché. Alors, je l'ai mis en place sur une ligne puisqu'on me l'a demandé, puis sur une deuxième. Et puis je me suis dit, je vais acheter 10 panneaux, les dupliquer et faire ça partout. Je vais copier-coller mon standard puisque ça plaît aux équipes. Qui c'est qui on te l'a demandé? C'est les filles. Ok. Ce sont les opérateurs. Je vais arrêter de dire les filles, mais excusez-moi, j'ai que 2 opérateurs pour 40 dames, donc forcément ça, ça déforme un peu mes propos. Ok, pas de souci. Mais c'est une demande de la part des équipes, C'est le en tout terrain. cas Ok. de certaines, toujours. Alors ça, c'est un principe flux tiré par rapport aux besoins clients. Ok. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de pousser une solution, c'est d'orienter le regard pour qu'elle détecte un écart monominal ou une Mm. problématique, et donc que ce soit une douleur pour elle. Qu'elle se dise, mince, on pourrait faire mieux. Et donc, il faut travailler là-dessus. Ok. Il faut qu'elles aient Et donc, connaissance des outils, que tu leur dises les outils qui existent, mais que ce soit elles qui les choisissent. c'est ça. Ils se disent, tiens, par exemple, j'ai les opératrices qui travaillaient sur un poste, elles ont travaillé comme ça pendant 30 ans, je leur ai parlé d'ergonomie, je leur ai donné les règles ergonomiques, je leur ai sorti un ergo-sceptre, donc c'est un sceptre avec des hauteurs ergonomiques, elles ont regardé le truc, elles l'ont mis à côté de leur poste, elles se sont dit, ah mince, il est pas ergonomique mon poste, qu'est-ce qu'on peut Mm. faire? Bon, Génial. voilà, là tu viens tirer un chantier au Chine, alors au Chine pour changement rapide, enfin bref, réorganisation du poste. Mais j'ai pas dit, oui, je vois bien que vos potes ils sont pas ergonomiques, je suis consultant, j'ai l'habitude, je vais mener un chantier au Chine, on va transformer votre poste. Et non, c'est elles qui l'ont demandé. Ouais, il faut laisser les gens aussi, vu que comme tu disais au tout début, ils ont un cerveau finalement, C'est ça, et donc faut leur laisser le temps de le comprendre par eux-mêmes. C'est la meilleure des. C'est ça en fait qui fait que tu as un gros taux d'engagement après auprès des filles, comme tu dis. exactement. Et la difficulté que j'ai eue, du coup, parce que moi, dans le conseil, quand on te disait, écoute, tu as 10 lignes de prod, forcément, tu mets en place un panneau de communication inter-équipe, tu le testes en prototype avec une équipe, enfin, avec un îlot, une ligne. Et puis, si ça marche, tu montres le panneau à tout le monde et tu dis, maintenant, on fonctionne comme ça. Puisque ça marche avec ces personnes-là, ça va marcher avec tout le monde. Et puis tu déroules tes 10 panneaux, tu les fais tout beau, tout propre, c'est magnifique, c'est installé en prod. T'achètes Le des nouveaux directeur, Toyota. les responsables, ils sont super contents parce que ça claque, c'est tout brillant, ça fait industriel, ça fait lean, tu vois, Ah en plus ouais, c'est construit par les je équipes, vois très bien la visite d'usine où ils sont tout tu vois. bonbonnants devant les investisseurs ou les clients en mode regardez, on a fait ça, ça marche bien. Voilà. Et puis tu grattes un peu, tu vois, tu regardes ce qui est écrit sur les panneaux et tu te rends compte que le truc est pas mis à jour depuis 3 semaines. Ah, Et donc, ça, c'est le défaut de certains cabinets de conseil. Alors, c'était pas le cas chez Cubic, puisque eux, ils voulaient justement que ça dure dans le temps, hein, que ça mhm. tienne. Donc, c'était pas vraiment la méthode. Et c'est de là que vient aussi ma façon de faire. Hein. Ouais. Ça vient de là. Mais en gros, c'est travailler en flux tiré par rapport aux besoins des opératrices. Donc, pour revenir sur mon erreur, sur ces panneaux-là, j'ai dit, je vais copier-coller maintenant que c'est bon. Ouais, bah, normal. Et on va le mettre sur d'autres lignes. J'ai mis les panneaux sur d'autres lignes. Et là, il n'y avait rien d'écrit. Bon. Je dis, vous l'utilisez pas le panneau? Ah non, ça nous sert à rien. D'accord. Il dit non, non, on communique très bien entre nous, on s'envoie des SMS, on s'envoie des photos, on n'a pas le même mode de communication, on a l'habitude. Ah d'accord. Ah, en fait, on communique, Et mais pour moi qui sur étais un un autre gars mode. plutôt du standard ou de l'automobile, ça m'a fait tout drôle. Pourquoi ça t'a fait tout drôle? Parce qu'il n'y avait pas un standard, il n'y avait pas une façon de faire, il y en avait plusieurs. Ah ouais, chaque équipe avait. Finalement, le problème, il était commun à toutes les équipes, mais chacune utilisait l'outil, la méthode qui lui convenait le plus pour résoudre le problème. Donc le problème était Exactement. résolu, mais pas comme Ouais, toi, mais pas de manière standard. c'est ça. Ok. Et le souci d'avoir plusieurs standards, en fait, c'est que ça peut créer des soucis de communication, évidemment. Mhm. Et surtout un désalignement dans les pratiques au niveau des équipes. C'est le début en fait d'une double culture d'entreprise. Ouais, quand tu Si les gens changes de font, poste ou quand tu réorganises, voilà, t'es perdu, quoi. exactement. Donc, du coup, l'erreur que j'ai faite, c'était de dupliquer mes panneaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai enlevés, je les ai décrochés, Ouais. et puis j'ai attendu.
Et les choses se font finalement plutôt naturellement. On a lancé un chantier d'un autre type qui était la polyvalence. Ok. Ah, La très malin, du coup, ouais. polyvalence, c'est la polyvalence, c'est faire tourner en fait les opérateurs opératrices sur chaque ligne avec leurs différences pourtant. Donc il faut connaître la gamme produit, il faut être formé à la machine qui est différente, il faut maîtriser les réglages. Donc c'est long hein, d'être formé sur une ligne, ça prend 1 mois à peu près. Et on s'est dit pour être flexible, pour que qu'on soit vraiment pas dépendant finalement de certaines personnes, si elles sont en congé, si elles sont malades, bah il faudrait que sur chaque ligne on ait au moins 4 à 6 personnes de formées. Je reprends juste une chose qui m'intrigue là. Je pense aux gens qui nous écoutent. Ouais, Et là, tu viens de leur dire, je vais tester la polyvalence et ouais, je vais perdre 1 mois à ouais, former mes équipes. ouais. Et là, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, comment il fait pour convaincre son responsable de lui donner ce temps-là, parce qu'il a sa cadence et tout ça. Ça, c'est Ah, ça, ouais. c'est hyper intéressant. Il était d'accord, il t'a dit, ouais, j'ai confiance en toi, vas-y, pas de souci. Ou alors, il faut le convaincre. Et comment tu le convaincs? Non, en fait, mon directeur de site était convaincu de ça. Ok, Parce que donc lui, déjà, comme il tu pars voulait avec une ton usine responsable. flexible, agile, qui puisse produire, enfin, s'adapter en fait à la demande du client, il fallait que les personnes puissent tourner entre îlots, entre les lignes. Mais l'outil, il l'avait pas en fait, ou la méthode. D'accord, il avait besoin de cette polyvalence pour assurer des cadences plus ou moins fortes. Ok, donc en Ouais. fait, tu le rapproches à ça, quoi. Pour faire simple, en fait, il disait, ce serait génial, et ça c'était partagé, c'est le rêve partagé, la vision partagée par tout le monde sur site. Ce serait Ok. génial que chaque personne maîtrise plusieurs lignes, soit pas juste cantonnée à sa ligne, voire même que sur une journée, bah, elle passe la moitié de la journée à un endroit, puis ensuite elle donne un coup de main 2 heures après sur une autre ligne qui est surchargée, et puis elle termine leur journée ailleurs. Ah, ça serait génial, Ouais, dans la flexibilité vraiment totale. ouais. Alors ça, tu le vois pas dans toutes les usines, hein, mais c'était le rêve. Sauf qu'une fois que tu as dit ça, comment tu le mets en place? Comment tu organises le, le monstre en fait? Parce que faut imaginer 50 personnes Mhm. qui ont chacune leurs compétences différentes, leur maîtrise sur les lignes. Tu as 10, 12 zones de production et tu as envie de les faire tourner pour qu'elles montent chacune en compétences. En Oh là fait, là. c'est terrible à organiser. Ah, j'imagine, ouais. Et, et donc, bah, y a un outil super connu que je recommande à tous ceux qui prennent un poste au début. C'est le premier truc que j'ai fait. En fait, c'est une matrice de polyvalence. Ok. C'est quoi une matrice de polyvalence? D'un côté, on met le nom des personnes. Mhm. De l'autre, on met le nom des lignes, des îlots, des gestes métiers, en tout cas des choses à maîtriser. Ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, Et puis on fait des croix, où on met un chiffre de 1 à 4. Bon, ah oui, suivant le niveau, ok, d'accord. Et comme ça, tu as une vue assez simple de comment tu peux faire pour répartir les compétences. c'est ça. Donc en fait, tu sais qui est compétent à quel endroit. Ok. Il y a une autre lecture qui est d'identifier les lignes qui sont à risque. Puisque, imaginons, tu as 40 personnes sur site, et il y a une ligne où en fait, tu n'as que 2 personnes compétentes. Bah, si t'en as un qui est malade et l'autre qui est en congé, bah, la ligne, elle tourne pas. Hmm. Ah ouais, ça c'est. Puis il y a le drame aussi de la personne qui part à la retraite ou en Exactement. vacances. Donc l'avantage de cette matrice, c'est qu'elle se lit dans deux sens. Elle se lit d'un point de vue personnel, c'est-à-dire bonhomme par bonhomme, où là, tu es plus sur un développement personnel justement pour apprendre. J'ai envie d'évoluer dans l'usine, j'ai envie de maîtriser plusieurs techniques, plusieurs process. Et donc là, c'est très utile dans les entretiens individuels de travailler sur cet axe de la matrice. Et tu as un autre axe qui est une lecture très industrielle, très process et long terme, de se dire quelles sont les compétences à risque actuellement sur site et sur lesquelles on doit former les gens. Ok, et c'est du coup comme ça que tu peux. Ok, donc là, si je reprends par rapport à ma question d'avant, c'est ça qui te permet de présenter un plan à ton directeur, lui dire écoute, on va pas faire tout d'un coup, on va faire là d'abord où c'est critique, et on a le droit de perdre un peu de temps parce que finalement, regarde, c'est sur des points critiques où on en perd déjà, donc on va gagner du temps plus tard, quoi. Exactement. Donc en fait, pour parler à un directeur, c'est simple, il faut parler retour sur investissement. Alors, ouais, ROI. ROI, Faut parler, RFC, là. faut parler pour parler à un commercial, faut parler chiffre d'affaires et marge. Un directeur de site, c'est operating income, donc c'est des points de marge ou c'est un coût de prod en fait. Exactement. Une ligne à l'arrêt, ça se quantifie très facilement. On regarde la quantité de produits qui sort par minute, on regarde un chiffre d'affaires du coup qui sort par minute. On dit 20 minutes d'arrêt, bah, par exemple, moi sur certaines lignes, 20 minutes d'arrêt, ça correspond à 1 700 euros. 1 700 € de Et chiffre d'affaires, on parle là, hein. je parle uniquement du chiffre d'affaires Ouais, produit, je ne parle pas des personnes à poste, mais sur une ligne où tu as 8 personnes, c'est 500 euros par exemple. Donc tu fais 1700 plus 500, tu rajoutes à ça tes frais fixes, ton immobilisation au niveau du site, tu es autour de électricité 2000 et tout ça. euros en fait. Ah, putain.
Donc ça, c'est une ligne pour une certaine cadence. Et donc, quand tu dis, bah, la ligne, elle a été à l'arrêt pendant 8 heures parce qu'on n'avait pas la personne compétente, et bien en fait, le coût, il est monumental. Ouais. Et du coup, une fois que tu as mis ce coup-là en évidence, que ton directeur il l'a accepté, tu lui dis voilà, j'ai besoin de temps pour faire ce test-là, au prix de telle cadence au début, mais Ouais, derrière, on n'aura plus ce problème. c'est ça. Et d'ailleurs, bah, sur la ligne dont je te parle, là, en question, on sort 8000 pièces par jour, enfin par équipe. Ouais. Quand on met des intérims, quand on les forme, on tombe à 6000. Ah ouais. Donc, si tu fais le calcul au mois, on perd de l'argent. Enfin, on perd de l'argent. C'est un investissement pour fiabiliser notre modèle industriel. Qui te permettra du coup parce que c'est aussi dans votre nature, de pouvoir absorber tous les changements que tu as de livraison, de cadence de production, vu que vous avez beaucoup de références et beaucoup de types de pièces à faire. Ouais, ouais, c'est Ok. ça. Donc du coup, tu lui montres ça, il est d'accord. Il dit ok, je vois que c'est une bonne idée. Bah, voilà les priorités. Et puis après, bah, j'ai réuni les personnes, les opérateurs, opératrices sur les îlots qui étaient critiques, justement, les lignes où il fallait former des gens. Donc ça faisait 12 personnes. Et là, encore une fois, j'aurais pu faire mon consultant, vouloir organiser la chose, dire bon bah voilà les personnes les plus compétentes, vous allez former telle personne telle semaine, et ainsi de suite. Bon, ça marche, c'est rapide. C'est pas le choix qu'on a fait. Là, j'ai pas fait l'erreur pour le coup, hein. Je leur ai laissé faire. Je les ai laissés faire. Ok. Ça veut dire quoi tu sais, ça fait partie de ces mots et de ces expressions qu'on entend et qu'on pense connaître, mais qu'on finalement, je pense qu'on maîtrise pas totalement. Ça veut dire quoi laisser faire, vraiment? Ça veut dire se taire déjà. Ah yes, j'adore ce conseil. Tais-toi et écoute. Ça veut dire se taire. Alors, une fois qu'on a posé le cadre ou les principes, parce que la nature humaine fait que ça diverge très rapidement, hein, et tous les problèmes se mélangent. Donc le rôle du responsable ou l'animateur de chantier dans ce cadre-là, c'est de poser le cadre ou le périmètre, bien définir en fait le mandat ou de caractériser la résolution de problèmes. J'utilise des termes très consultants, très outils, mais au moins les gens pourront, pourront se raccrocher à quelque chose. Euh, donc dire voilà le problème, voilà à quoi il ressemble, voilà le sujet qu'on doit traiter collectivement aujourd'hui. Je vous laisse faire maintenant. Et maintenant je me tais. Hmm. C'est ça le rôle du responsable. C'est juste Je de, me de tais et bien, j'écoute. de bien aider à caractériser le problème, alors avec le QQ, QCCP, le 5e, enfin tout ce que vous voulez, mais après je me tais. Je ne donne pas de solution. Ok. Et du coup, ça porte c'est quoi du coup qu'est-ce qu'on peut avoir de ça? Qu'est-ce qu'on en gagne à faire ça? Bah, forcément, les idées, elles viennent des personnes. Mhm. Ce qui est génial, c'est que l'idée géniale, elle vient jamais d'une seule personne. En fait, personne n'a la solution. Elle est collective, ouais. C'est quelqu'un qui dit bah on pourrait essayer ça. Ah ouais mais non ça marche pas ton truc. Pourquoi on ferait pas ça comme ça? Ah bah les deux sont pas impossibles ensemble. D'accord, bah on fait les deux. Et puis ah et on pourrait faire ça comme ça. Et en fait petit à petit bah, c'est comme une tour qu'on construit. Chacun contribue à ce truc là et ça marche. Enfin la solution elle tient parce qu'elle vient des gens et parce que c'est une co-construction. Hmm. C'est pas l'idée d'une personne. C'est pas l'idée de tel opérateur ou c'est pas le problème de telle personne. C'est un problème partagé. C'est une priorité du site. Et Et en plus, la solution, elle vient de plusieurs personnes. Ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est une des choses qu'on défend chez Déclic. C'est ce qu'on voit chez certains de nos clients. C'est exactement ce que tu dis. Une fois que tu as présenté les problèmes qui ont été quantifiés par les boutons, et ben naturellement, les opérateurs, à chaque fois que tu leur présentes ces données-là, tu vois, à chaque fois que tu leur dis ben, le problème c'est ça, qui Mhm. arrive le plus souvent, ils vont naturellement dire ben, on pourrait faire ça, est-ce qu'on pourrait faire ça, est-ce qu'on pourrait bouger cet établi, est-ce qu'on pourrait utiliser plutôt des gants, et ouais, c'est quasi naturel en fait si tu les Mhm. laisses parler. C'est clair. En fait, enfin, tu m'avais posé une question et je voudrais y répondre là. C'était quoi une démarche lean en fait pour moi? Hmm. Et ça fait un lien avec ce que tu dis là. Pour moi, ça veut dire que chacun se sente propriétaire, en maîtrise de son territoire. Ok. Ah, C'est-à-dire, on a ok. commencé par dire, bah, ce serait bien d'utiliser le cerveau de chacun sur le Ouais. terrain. Bon, ok, ça veut dire quoi? Bah, c'est exactement ça. C'est je suis chez moi, j'utilise mon cerveau. Mais au-delà de ça, j'ai les moyens. Puisque je suis chez moi, si je veux acheter un truc, si je veux déplacer mon poste, si je veux faire une amélioration, non seulement j'ai le droit, mais en plus je le fais en autonomie. Ok. Donc finalement, en plus d'avoir qu'on ait admis que j'ai un cerveau, j'ai une vraie place physique finalement, ou peut-être plus émotionnelle. J'ai un territoire quoi. C'est ça.
J'ai un périmètre de responsabilité. Et c'est là où en fait les démarches lean, bon, tu as toujours l'aspect outil, l'aspect méthodologique. Pour moi, la vraie clé de voûte, c'est le développement des bonhommes, des personnes. Et quand on dit développement des personnes, je vais essayer d'être le plus précis possible. Tu as deux trucs. Tu as les développer vis-à-vis de leur geste métier, c'est-à-dire être capable de produire au nominal. Pour faire simple, c'est la ligne, elle doit tourner à 8000 pièces par jour. Et ben en fait, je suis en capacité de tourner au nominal. Parce que j'ai été formé, parce que je sais que tel réglage fonctionne, parce que je sais que si j'ai un produit qui est de mauvaise qualité, ça vient de ça ou de ça. En fait, je suis chez moi, j'ai été formé et je maîtrise ma machine. Voilà, je suis en confiance. Je ne suis pas dépendant d'un homme de la qualité, je suis pas dépendant des méthodes, je suis pas dépendant d'un petit chef qui touche au réglage et qui me dit pas comment faire. Je suis pas dépendant des techniciens maintenance qui vont faire une partie du job et moi je sais pas la faire. Ça, c'est une des premières clés de voûte. Je suis autonome sur le nominal. Ok. Et la deuxième qui est beaucoup plus dure, et c'est là où moi j'ai des difficultés aujourd'hui, c'est je suis autonome sur les écarts au nominal. Et les écarts, ils sont de deux types. Je vais citer Cécile Roche, une grande du Lean. Elle disait il y a des écarts en fait en dessous, c'est-à-dire j'ai un aléa, j'ai un problème, ça marche pas. Mais un problème grave, la ligne qui est en panne, la qualité, t'as beau faire tes réglages, ça passe pas. Ouais. Bon, bah là, bloqué, quoi. Forcément, à un moment, quand ils savent pas faire, faut donner un coup de main. Ouais. Bon, ça c'est de la résolution structurée de problèmes. Ça, c'est du lean. C'est de l'andon, ça. Alors, tu tires l'andon, voilà. Tu fais un groupe d'experts, avec des services support, etc. Et là, tu sors ton A3, tu sors ton 8D, enfin tous les outils que tu veux pour caractériser correctement ton problème et sortir un truc. C'est le problème qui, ouais, tout seul, on n'arrive pas à le résoudre. Exactement. Et là, les équipes ne peuvent pas être autonomes en fait. Enfin, forcément, elles ont besoin d'un expert ou d'un sachant, qui là va être en posture de sachant et qui va donner une solution. Il le faut. C'est son rôle. Parce qu'on l'attend là-dessus. Donc ça, c'est quand tu es en dessous du nominal. Et puis après, il y a le Kaizen. Le Kaizen, c'est quand tu es au-dessus du nominal. C'est la cadence machine, c'est 8000. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de la croissance sur site. Il faut passer à 10 000. Mais on va le faire avec le même nombre de mètres carrés, la même machine et le même nombre de personnes. Comment on fait 2000 pièces en plus par jour avec les mêmes moyens? Et là aussi, tu es sur un format résolution de problème finalement. Les opérateurs, ils ont des petites idées, mais ça s'organise. Parce que le gap, il est tellement grand, l'écart, que pour eux, ça paraît impossible. Ouais. Ils vont se dire, ah mais attends, je peux pas travailler plus vite, c'est pas possible, ma machine, je vais l'user, même moi je vais m'user, tu me demandes de travailler 20% plus vite. Voilà. Et l'enjeu c'est, non, comment vous faites pour travailler plus sereinement, plus lentement et sortir plus de pièces? C'est de la magie, ça. Ah ça j'adore. Tu sais que j'ai été magicien au début, dans ma jeunesse, pendant 3 ans, bref, de toute façon. Ça sera un autre podcast. Ouais. Mais et donc l'autonomie des équipes, là où je cherche à les muscler actuellement, c'est sur la résolution de problèmes, soit en dessous du nominal, soit pour faire un saut de performance. Sur tous les problèmes qui pourraient résoudre eux et sur lesquels en fait il faut juste que tu les rendes autonomes. C'est ça. Et muscler des opérateurs opératrices sur ça, c'est pas si facile parce que ça demande de la méthode, de la rigueur. Ça veut dire j'arrête ma ligne, je me pose. J'arrête de produire, t'imagines? Volontairement, j'arrête la ligne. Ça c'est inenvisageable dans une usine. Imagine, sur ta machine goulot qu'il faut surtout pas arrêter, tu te dis non, on va s'arrêter. On va prendre le temps d'arrêter la ligne. On va investir ce temps-là pour chercher à mieux faire. On va investir pour plus tard gagner du temps. C'est ça. Et donc là, mon rôle, c'est de leur donner les moyens et de les rassurer, de leur dire oui, arrêtez-vous 1 heure, posez-vous, je vous donne le paperboard, je suis là pour vous donner un peu la méthode, vous questionner en fait, et mon rôle, il est juste dans le questionnement à ces moments-là. Ok. Génial. On arrive un peu à la fin là. Il va falloir que tu retournes à l'usine. Là. Je pense qu'ils vont avoir. Tu vas avoir besoin d'aller continuer à les écouter. Il y a quelqu'un qui t'appelle là. Juste pendant le temps du podcast, j'ai eu 3 personnes qui ont fait toc-toc à mon bureau. Mais bon, je vais finir vite alors avec les questions de fin pour pouvoir te libérer et que tu continues à faire d'autres chantiers Lean. Je pense qu'on te rappellera dans peut-être 6 mois, 1 an pour voir où t'en es, qu'est-ce qui a encore marché, pas marché. Ouais. Mes questions de fin, ça serait la première, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent là, ce podcast-là, il est pour les gens de l'usine.
un directeur d'usine, un responsable de production qui se lance là. Maintenant, il se dit, voilà, Ouais. j'ai envie de me lancer une démarche lean. Mm, mm. Toi, ça serait quoi ta recommandation? C'est quoi la première chose qu'il a à faire pour toi? Première recommandation, va sur le terrain, sors de ton bureau. Ok, Donc tu mets tes chaussures de sécu, ouais. tu vas sur le terrain, puis tu vas faire le tour de chaque kilo, de chaque personne, et tu vas les écouter. Et tu parles pas du coup. Tu prends un papier, un stylo et t'écoutes. Tu les écoutes. Alors au début, ils vont rien dire, hein, parce que ça leur fait tout bizarre. Si le directeur, depuis 10 ans, il n'est pas sorti de son bureau, il le voit débouler, il se demande ce qui se passe. Hein. Déjà, il va falloir qu'il fasse ça va lui faire des crampes, mettre des baskets. Donc non, va sur le terrain, écoute, c'est ce qu'on appelle l'exercice de Gemba en fait. Ok. Et puis après, il y a donne le droit à l'erreur, parce que forcément, il va avoir plein de problèmes, le directeur. Il va se dire mince, je suis pas au courant de ça. Voilà, ça va être terrible pour lui. Et il faut rassurer les équipes. En fait, il faut qu'ils récupèrent tous les problèmes des opérateurs. En tout cas, que les gens soient à l'aise pour parler de ça avec leur directeur. Qu'ils aient le droit de lui en parler sans qu'il soit jugé, sans qu'il s'énerve. C'est ça. Donc, va sur le terrain, écoute ce qu'ils ont à dire, questionne-leur sur leur travail, sur de quoi ils ont besoin pour bien bosser, les problèmes qu'ils ont. Mais sans blâmer, sans chercher à dire « Ah bah t'as fait telle erreur », etc. Et sans représailles. C'est ça. Et au contraire, en ayant toujours un message de félicitations. Ok. Toujours en mettant le point positif et en encourageant. C'est ça. Okay. Ça paraît normal, mais quelqu'un, la cadence, c'est 5000 pour la journée. Si la personne, elle a fait 5000, il faut lui dire bravo. Ok. Voilà. Ça, c'est important, ouais. Ok. Trop cool. On va une question un peu plus coup de gueule. Pour toi, là, tu peux en profiter pour passer un gros message et un gros coup de gueule. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'industrie en France? Faut arrêter d'enfantiliser les opérateurs. C'est des adultes, ils ont un cerveau, c'est ce qu'on disait au début. Ouais. Arrêtez, manager, cadre, arrêtez de penser à la place de ceux qui tiennent les outils et qui font la valeur ajoutée. Et parce que arrêtez de penser, c'est-à-dire parce que pour toi, c'est quoi leur métier, du coup, ces cadres? C'est d'être support à ceux qui font la valeur ajoutée. C'est de fournir les moyens, mais ne pensez pas que vous avez la solution en fait. Ok. Évidemment que vous avez un bout de la solution, évidemment qu'il faut aider les équipes là-dedans. Mais la première étape, c'est d'aller voir les personnes qui sont sur le poste au quotidien, qui sont chez elles. Ok, cool. Super, et ben merci Gaëtan. Et ben on va finir si tu veux, on s'est tenté ça. Est-ce que tu aurais une question pour moi une question que tu as posée? Ouais. Je t'ai posé beaucoup de questions, peut-être que ce soit dans l'autre sens. C'est juste retour de bâton, alors j'en cherche une bien compliquée. Non, en plus on a dû te la poser. Pourquoi tu te lèves le matin? C'est quoi ta raison d'être? Ma vraie raison d'être de pourquoi je me lève le matin, en fait c'est assez simple, c'est que j'ai envie de vivre dans un monde où acheter un t-shirt, une vis, une voiture, ça coûte aussi cher quand c'est fabriqué en France que quand c'est fabriqué à l'étranger. Et c'est pour ça du coup que j'ai créé Déclic pour contribuer à mon échelle à ce que le tissu industriel français, qui est quand même extrêmement riche, ne meure pas en fait, parce que je pense que la valeur, comme tu l'as si bien dit aujourd'hui, elle se trouve dans les hommes, et on peut rivaliser avec des Chinois, on peut rivaliser avec de l'Amérique du Sud. Il faut juste qu'on se pose les bonnes questions, et donc moi c'est ça qui me fait me lever le matin et qui me fait faire des boutons pour les industriels. C'est pour ça. Je me dis, ben voilà, quand j'ai des histoires de clients qui me disent ah ben super, on a augmenté la productivité de la ligne de 10%, et en plus c'était grâce aux idées des opérateurs. Ah ben super, on a réussi à recruter quelqu'un parce qu'on s'est rendu compte avec les boutons qu'il manquait un problème ici. Moi c'est ça c'est la seule raison pour laquelle je me lève le matin, sinon j'arrêterais l'entreprise direct. Non, j'espère qu'il y en a plein comme toi, parce que l'avenir de l'industrie en France dépend de gens comme toi. Moi je pense qu'il dépend beaucoup de gens comme toi, terrain aussi. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça. Je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. Et j'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des idées, des suggestions, n'hésitez pas à écrire directement en commentaire, soit du post LinkedIn, ou alors à m'envoyer des messages personnellement sur LinkedIn, ou à mon adresse email arnaud@declique.fr. Je pense qu'on va mettre toutes les informations de Gaëtan, les contacts dans le post, les outils dont il a parlé aussi. Et je te dis encore un grand merci Gaëtan pour ton intervention. C'est rien. Bonne journée. Bonne journée. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier épisode des Déclics du Lean.
On était aujourd'hui avec Gaëtan Mailleux de chez Spit. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn et échanger avec lui si vous le souhaitez. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur nos boutons connectés sur Déclic, ça se trouve sur le site internet déclic.fr, declique.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn. Si vous avez envie de participer à ce podcast, vous pouvez m'envoyer un mail ou un message sur LinkedIn directement, Arnaud Huvelin, ou alors par email, arnaud@declic.fr. Je vous remercie encore d'avoir écouté ce premier épisode. Et la semaine prochaine, on aura un invité qui s'appelle Julien Charles et qui nous vient de chez Seven Shapes. C'est la formation au Lean à distance par le jeu vidéo. J'ai hâte de vous présenter ça. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à bientôt.